Good morning, everyone. Bonjour à toutes et à tous. For those of you who want to Pour celles et ceux use your headphones, I'm qui gonna souhaitaient utiliser speak le in service French. d'interprétation, prenez vos casques puisque je vais C'est m'exprimer en une français ce matin. organisation internationale bilingue, comme vous le savez, Monsieur le Ministre. Je vous souhaite la bienvenue ici à l'OCDE, chers collègues, chers amis. Donc, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à l'occasion de la présentation officielle du rapport Avoir ou pas les cartes en main, comment promouvoir l'égalité des chances. Ce rapport phare présente les données et les analyses les plus récentes sur l'égalité des chances dans les pays de l'OCDE, notamment l'incidence sur les écarts de revenus, de circonstances sur lesquelles les individus n'ont pas prise, ainsi que les instruments d'action permettant d'y faire face. Faire en sorte que chacun ait la possibilité de réussir dans la vie, quel que soit son lieu d'origine, constitue une promesse fondamentale des nations libres et démocratiques. Cela signifie tirer pleinement parti du potentiel humain de nos sociétés, encourager l'innovation et l'entrepreneuriat, et en définitive favoriser une croissance et une prospérité plus fortes. Je ne sais pas si vous mettez le... Voilà. Les citoyens des pays de l'OCDE ont conscience de l'importance de cette question. Dans notre enquête des risques qui compte de 2022, 64% des répondants en moyenne dans 27 pays de l'OCDE estimaient qu'il fallait en faire davantage pour assurer l'égalité des chances. De fait, l'analyse présentée dans ce rapport montre qu'une part importante des écarts de résultats économiques observés est due à des facteurs sur lesquels les individus n'ont pas prise. En moyenne, de la zone OCDE, 28% des disparités totales de revenus marchands sont imputables à des circonstances et des facteurs comme le sexe, le lieu de naissance ou le milieu socio-économique des parents, même s'il existe des différences notables entre les pays de l'OCDE. Dans un petit nombre d'entre eux, ce pourcentage est inférieur à 20%. Le Danemark, la Finlande et la Suisse, par exemple, alors qu'il dépasse 30% dans un tiers des pays couverts. Le milieu parental joue toujours un rôle essentiel dans les chances de réussite de chacun. Le niveau d'études et la profession des parents expliquent en moyenne 65% de l'inégalité des chances observées au niveau des ménages dans l'OCDE. Les écarts entre hommes et femmes ne représentent que 3% des disparités au niveau des ménages, même s'ils deviennent beaucoup plus marqués lorsque l'égalité des chances est mesurée en termes de revenus individuels et non de revenus marchands des ménages. Le genre explique alors à lui seul 23% des écarts de revenus individuels. La situation géographique constitue un autre facteur déterminant de l'égalité des chances dans la mesure où l'accès au système éducatif, à l'emploi et aux infrastructures, de même que leur qualité, varie selon le lieu. Les personnes à revenus élevés sont plus susceptibles de vivre dans des régions offrant de meilleures possibilités en termes d'établissements scolaires, de services de santé et d'emploi. À l'inverse, dans les régions plus pauvres, les services publics sont souvent plus limités et les emplois de qualité moins nombreux. Leurs habitants ont dès lors moins de perspectives de revenus et peuvent se retrouver piégés dans un cercle vicieux, à commencer par des résultats scolaires plus faibles. Notre programme international pour le suivi des acquis des élèves montre que les élèves des zones rurales obtiennent systématiquement de moins bons résultats en mathématiques que leurs camarades des zones urbaines. Le milieu familial tient une place importante dans ces écarts, mais d'autres facteurs d'ordre géographique, comme le niveau de qualité des établissements scolaires, l'environnement et les infrastructures pédagogiques, y contribuent également. Les inégalités de l'école jusqu'à l'emploi. Notre analyse montre que le lieu de résidence influe en partie sur la facilité avec laquelle les jeunes passent des études à la vie active. Dans les pays de l'OCDE pour lesquels des données sont disponibles, le pourcentage des 18 à 24 ans qui sont sans emploi et sortis du système éducatif affiche un écart de 13% entre les régions les plus performantes à 10% et les régions les moins performantes à 23%.
Du même, les adultes habitent dans des régions à faible revenu sont moins susceptibles de près de 5 points de pourcentage d'avoir suivi une formation au cours du mois précédent. D'autres factures régionales peuvent également être observées en termes d'accès aux infrastructures de santé numérique et de transport. Les politiques publiques ont un rôle essentiel à jouer pour favoriser l'égalité des chances et instaurer des règles du jeu équitables grâce auxquelles les efforts de chacun peuvent conduire à la réussite. Des interventions sont nécessaires à l'échelle nationale comme au plan régional pour ouvrir des perspectives aux individus là où ils vivent et s'assurer qu'ils sont en mesure de saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Et le rapport là identifie 3 priorités. Premièrement, renforcer le capital humain, notamment par des interventions au stade de la petite enfance, par l'enseignement, la formation professionnelle et l'apprentissage tout au long de la vie. Les pouvoirs publics devraient veiller à ce que leur système d'enseignement et de compétences prépare les individus à saisir les opportunités qui s'offrent à eux et renforcer les aides à la formation tout au long de la vie à mesure que le marché du travail évolue. À cette fin, l'OCDE fournit des données et des recommandations spécifiques fondées sur les éléments factuels, notamment dans le cadre de sa stratégie sur les compétences, du programme international pour le suivi des acquis des élèves et du programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes. Deuxièmement, apporter une aide aux revenus des ménages vulnérables et aux entrepreneurs issus de milieux défavorisés. Les données de l'OCDE montrent que les systèmes de prélèvement et de transfert peuvent constituer un levier efficace à l'appui de l'égalité des chances. En moyenne, dans les pays de l'Union européenne, membres de l'OCDE, les impôts et les transferts contribuent à réduire l'inégalité des chances de 25%. Par ailleurs, soutenir l'entrepreneuriat et l'inclusion financière peut améliorer les perspectives des groupes sous-représentés et stimuler le dynamisme économique. À cette fin, les pouvoirs publics peuvent faciliter l'accès au financement des entrepreneurs et des petites entreprises, notamment au moyen de programmes de garantie des prêts et en soutenant les marchés de la microfinance grâce à des fonds dédiés. Renforcer l'inclusion financière au moyen de dispositifs d'épargne ciblés sur les ménages vulnérables et de programmes d'amélioration de la culture financière peut également contribuer à alléger la charge financière qui pèse sur les ménages. Les données et les ancêtres de dialogue de l'OCDE peuvent soutenir les pays dans ces efforts, notamment par l'intermédiaire du réseau international de l'OCDE sur l'éducation financière. Troisièmement et finalement, développer les infrastructures sociales pour permettre aux individus de saisir les opportunités qui s'offrent à eux dans les régions en croissance comme dans celles qui accusent du retard. Des politiques du logement ciblées, y compris des programmes de logement social, peuvent ouvrir des perspectives en élargissant l'offre de logements abordables et en facilitant la mobilité, de sorte que les travailleurs puissent plus facilement s'installer là où les débouchés sont meilleurs. La boîte à outils de l'OCDE pour les politiques publiques du logement fournit des données, des analyses et des recommandations à nos membres et partenaires afin de stimuler l'offre de logements abordables et durables. Des politiques territorialisées bien pensées peuvent également favoriser l'égalité des chances. Et parmi ces mesures figurent des investissements géographiquement ciblés dans les services publics, comme l'éducation et la santé, ainsi que des investissements dans les infrastructures locales comme les transports et la connectivité numérique, afin d'aider chacun à progresser dans sa carrière et à se former. L'OCDE continuera d'aider ses membres et partenaires à instaurer des règles du jeu plus équitables pour tous. Nos données et analyses peuvent aider à recenser les défis propres à chaque situation nationale, tandis que nos outils et cadres fondés sur les données probantes, notamment via l'Observatoire de l'OCDE sur la mobilité sociale et l'égalité des chances, peuvent contribuer à mettre au point des réponses efficaces et complètes. Sur la base de ce rapport, l'Observatoire étudiera les effets de la transmission intergénérationnelle de patrimoine
sur les opportunités, la répartition des ressources au sein des ménages et le retour sur l'investissement public dans des domaines clés pour promouvoir l'égalité des chances, comme les interventions au stade de la petite enfance et les politiques sociales. Nous nous réjouissons de l'idée de continuer à travailler avec nos membres et partenaires afin d'ouvrir de meilleures perspectives pour tous grâce à des politiques meilleures pour une vie meilleure. Je vous remercie. Thank you, Secretary General. Ladies and Merci, gentlemen. Monsieur le Secrétaire général. Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de donner la parole au haut-commissaire à la stratégie et au plan, Clément Beaune. D'accueillir Monsieur Clément Beaune, haut-commissaire à la stratégie et au plan. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général, cher Mathias Cormann, pour votre accueil et d'avoir bien voulu parler ce matin en français. Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de revenir à l'OCDE pour la présentation de ce travail et je voulais en saluer très sincèrement la qualité et remercier à nouveau le secrétaire général pour son engagement, votre engagement, cher Mathias, constant sur ces questions essentielles d'égalité des chances en particulier. Depuis de nombreuses années, l'OCDE met à disposition des États et des structures publiques comme la nôtre des outils de diagnostic, de comparaison, mais d'action aussi, qui sont indispensables, objectifs. Et nous avons besoin, je crois, dans nos débats aujourd'hui, de cette rationalité des comparaisons et des chiffres. Après votre rapport de 2018 sur la mobilité sociale, des travaux sur la fiscalité reconnus, sur l'éducation, sur l'emploi, vous apportez ce nouvel éclairage avec une mesure renouvelée des inégalités d'opportunités et un rappel important aussi, surtout, de ce qu'elles signifient pour nos sociétés. Vous dressez, vous l'avez dit, Monsieur le Secrétaire général, trois constats très préoccupants que nous retrouvons dans nos sociétés et qui, je crois, doivent nous guider aussi vers une meilleure action dans les politiques publiques, comme vous l'avez souligné. D'abord, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est plus d'un quart des inégalités de revenus qui sont liées à des circonstances héritées, l'origine sociale, le lieu de naissance ou le genre. Autrement dit, des écarts qui tiennent à des déterminants sur lesquels les individus n'ont pas de prise et qui sont donc d'autant plus importants à réduire à la racine. Votre rapport le montre aussi, c'est le deuxième constat le plus préoccupant. On le perçoit dans le débat public, mais c'est aujourd'hui bien documenté. Les générations actuelles sont confrontées à un niveau d'inégalité d'opportunité plus élevé que celui de leurs aînés au même âge. C'est un signal d'alarme pour la mobilité, pour la confiance aussi dans nos économies et dans nos démocraties. Et je pense que c'est un sujet qui est central dans certains malaises ou débats publics que nous vivons aujourd'hui. Et puis le rapport insiste, vous l'avez montré de manière très claire, sur la fracture territoriale entre zones urbaines et zones rurales, zones du centre et de la périphérie, avec dans certaines régions des risques de pauvreté qui sont 6 à 10 fois plus élevés dans les territoires les moins bien équipés ou dotés que dans les territoires les plus favorisés. Et ces écarts se traduisent en termes d'accès aux services, d'espérance de vie, de résultats scolaires. Et nous savons tous malheureusement encore que dans nos pays, parfois à l'intérieur de régions données, ces inégalités de géographie peuvent faire des inégalités de destin. Ces trois constats cumulatifs, souvent, doivent être pris très au sérieux pour guider les actions publiques, mais parce que ainsi nous gaspillons, nous gâchons des talents, des envies, des capacités de réussite chez les plus jeunes dans toutes nos sociétés. Et nous devons les prendre d'autant plus au sérieux, ces inégalités ou ces différences, que nous avons des grandes transitions en cours qui peuvent être des facteurs d'aggravation de ces inégalités. Évidemment, la transition climatique, évidemment, la transition technologique avec l'intelligence artificielle. Et j'insiste aussi sur une dimension que nous évoquions et sur laquelle nous travaillons beaucoup, une transition, une évolution démographique qui pèse sur la plupart des pays de l'OCDE. On voit ici de manière plus consciente désormais en France. Et ce décrochage démographique, il ne sera pas le même dans les zones urbaines, dans les zones rurales, dans les régions favorisées ou dans les régions défavorisées. Et il peut accroître encore des inégalités d'opportunités. Alors, vous avez souligné aussi des leviers pour agir.
Et pour répondre à ces défis, en zoomant un peu sur la France, je voudrais peut-être en souligner trois, même s'il y en a beaucoup d'autres. L'éducation, évidemment, qui est le cœur du sujet. Il y a eu en France des politiques éducatives innovantes ces dernières années, par exemple en dédoublant euh, les, euh, en dédoublant les classes, pardon, dans les réseaux d'éducation prioritaire pour les plus petites classes au début du parcours éducatif en CP et en CE1. C'est près de 300 000 élèves qui ont connu ce dédoublement et donc des groupes plus petits avec des capacités d'enseignement améliorées et de premiers résultats que l'on voit à l'entrée au collège. Un deuxième levier, peut-être plus ciblé, moins identifié dans le débat, c'est l'accès aux carrières publiques. Je pense que c'est un travail très important. Nous avons beaucoup travaillé sur les inégalités d'accès aux carrières publiques au commissariat ces dernières années. Il y a des dispositifs qui essayent de recréer, même dans un parcours déjà avancé, quand on a 20, 22 ans et qu'on rentre dans l'administration publique, des classes préparatoires au concours qui permettent de récupérer des élèves qui avaient décroché des parcours universitaires ou académiques les plus prestigieux ou sélectifs. Ce type d'action, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a 15% des places dans les grandes écoles du service public en France qui sont réservées à des élèves, des étudiants qui viennent de parcours extérieurs à ces parcours académiques directs pour justement essayer de redonner le sens que le service public est ouvert à tous. Et puis, vous avez évoqué cette question, elle me touche évidemment par les fonctions que j'ai exercées comme ministre des Transports, les questions de mobilité et d'aménagement du territoire. La mobilité géographique, c'est une condition de la mobilité sociale. L'inégalité ou l'incapacité d'accès à la mobilité, c'est un frein majeur à l'emploi et à l'insertion. J'ajoute une dimension sur laquelle nous avons publié un vaste rapport dans beaucoup de domaines, emploi, éducation, culture, sport, numérique et d'autres. Ce sont les inégalités femmes-hommes qui ajoutent à ces inégalités de destin encore très fortes. Et nous avons fait un rapport sur les stéréotypes qui ne sont pas, si je puis dire, un élément limité du sujet, qui sont au cœur du sujet, puisque les stéréotypes qui se reproduisent de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte sont un facteur d'inégalité objectif dans les carrières, dans la vie professionnelle, dans les choix de filières professionnelles aussi, entre les femmes et les hommes, avec un gâchis de compétences et d'égalité qui est majeur. Alors, le rôle de notre institution, en travaillant souvent à partir des données de l'OCDE, et je vous en remercie, c'est de donner cette cohérence et cette vision le temps long. Alors, vous me direz que le défi du temps long dans une situation politique, au sens large du terme, qui est parfois difficile dans beaucoup de nos pays, et nous le vivons en France aujourd'hui, est un défi encore plus grand qu'avant. Mais j'allais dire raison de plus pour essayer de le relever, car nous avons besoin sur tous ces sujets, et pour la réponse durable, efficace aux inégalités, d'arriver à nous projeter dans des politiques qui durent. La question de la démographie, la question de la transition climatique, et nous avons resserré notre programme de travail sur ces grandes transitions pour essayer de faire des propositions concrètes de réforme de notre système d'assurance en matière climatique, de lutte contre les stéréotypes, de réponse au décrochage démographique, et nous continuerons à le faire dans les prochains mois pour être le plus efficace et opérationnel possible. Il y a eu beaucoup d'études déjà ces dernières années sur ces questions d'inégalité ou d'égalité des opportunités, notamment un travail il y a 2 ans maintenant sur le poids des héritages et les parcours scolaires. Nous remettons l'accent sur ces inégalités scolaires avec un nouveau rapport qui sortira en janvier prochain. Mais nous essayons évidemment de ne pas nous limiter aux questions d'éducation en travaillant sur la productivité et les mutations du travail, sur, je l'ai dit, la transition écologique et démographique aussi. C'est le sens d'un exercice dont je voulais faire un instant de publicité parce que j'espère qu'il concernera et éclairera beaucoup d'entre vous. C'est un exercice que nous lançons début octobre, le 8 octobre précisément, qui s'appelle France 2035, France 2050, pardon pour cette focalisation franco-française, mais ce sera évidemment un travail de comparaison aussi de notre pays avec beaucoup de voisins européens et de pays de l'OCDE. L'idée, c'est de regarder à 10 ans, France 2035, mais aussi à une génération, France 2050, les grandes évolutions possibles, prévisibles, avec évidemment une large marge d'erreur, pour regarder comment seront impactées les grandes organisations publiques et privées, le monde du travail, la carrière ou le service public, l'organisation de nos administrations, le système productif, le financement du modèle social. Nous essaierons de découper en 10 grands thèmes ce travail-là pour pendant près de 10 mois
essayer de réunir des acteurs du secteur public, du secteur privé, du monde académique, de la pratique dans l'entreprise, par exemple, des sociologues, des académiques, pour essayer donc d'éclairer au mieux ces grandes évolutions, ces grandes transitions. C'est un exercice que le plan fait depuis 1964 précisément, et c'est la 5e fois que nous lancerons un grand exercice de prospective. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus pour le lancement, vous personnellement, monsieur le secrétaire général, mais vous toutes et tous, et surtout pour travailler ensuite avec des équipes que nous essaierons d'ouvrir le plus largement possible dans les mois qui viennent. Voilà, je voulais insister évidemment pour finir, parce que vous connaissez mon ADN européen, monsieur le secrétaire général, on ne se guérit jamais tout à fait de cette religion-là. Je suis absolument persuadé, ça vaut pour la France comme ça vaut pour beaucoup des pays membres de l'organisation, même ceux qui ne sont pas membres de l'Union européenne, que nous devons nous comparer. C'est le sens de votre mission. Mais en France, c'est encore un combat. Nous comparer sur les questions de retraite, de financement de modèle social, de politique écologique ou démographique à nos voisins, non pas pour faire tous pareil, ce n'est pas l'idéal européen ou l'idéal de votre organisation, mais pour essayer de trouver des idées, des pratiques qui peuvent se comparer ou s'éclairer mutuellement. Et je crois que ce travail de comparaison, il est essentiel. Nous ouvrirons à cet effet une personne bureau à Bruxelles pour essayer de renforcer encore ce travail de comparaison et de convergence. Je voulais terminer d'un seul mot en vous remerciant encore, monsieur le secrétaire général et toutes vos équipes, madame la directrice générale, pour ce travail qui nous éclaire beaucoup, en rappelant que l'égalité des chances, c'est évidemment dans nos démocraties un fondement, jamais un acquis, mais une exigence permanente dans toutes les dimensions et tout au long des âges de la vie. C'est finalement peut-être ce qui relie les pays membres de l'organisation avec une vision ou un modèle de société qui nous tient toutes et tous à cœur. Et c'est aussi une responsabilité collective. Donc merci d'avoir contribué à ce débat et surtout par les faits, les chiffres et les comparaisons à l'action publique améliorée que nous devons porter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs les ministres, pour cette vision très claire, mais aussi pour cette feuille de route que vous venez de nous présenter et aussi pour avoir souligné l'importance des temps longs. C'est quelque chose de vraiment très pertinent aujourd'hui et sans doute, je voudrais dire, très, très cohérent avec les recommandations de l'OCDE sur ce sujet. Donc, merci encore pour votre allocution. Nous allons maintenant écouter un message du ministre de la Santé et des Affaires sociales et le vice-premier ministre de la Belgique, M. Frank van den Broek. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les participantes et participants, un grand merci de m'avoir invité pour m'exprimer et dire quelques mots sur ce nouveau rapport, avoir ou pas les cartes en main, comment lutter contre les inégalités des chances. Je me félicite des conclusions de ce rapport et je suis ravie de voir que vous avez approfondi les conclusions de votre rapport phare précédent sur l'ascenseur social en panne, avec l'introduction d'une nouvelle méthodologie. Ce nouveau rapport apporte une contribution essentielle à la mesure des inégalités des chances. C'est un sujet particulièrement délicat et vous adoptez une approche très délicate tant conceptuellement qu'empiriquement, des différentes problématiques avec la prudence nécessaire. Vous touchez à un sujet essentiel dans le débat public. Tout le monde apprécie les efforts individuels et ceux-ci doivent être valorisés. Mais votre rapport montre avec une force très convaincante que des facteurs qui sont au-delà de la maîtrise des individus, comme le profil socio-économique des parents ou le lieu où vous vivez, vont façonner dans une large mesure et creuser des inégalités persistantes. La signification de ces données pour le débat public et pour l'action publique sont immenses. Nous ne pouvons pas laisser inexploiter le potentiel social et économique si nous voulons continuer à renforcer et consolider nos systèmes de protection sociale. Et nous devons briser le cercle vicieux des personnes en situation défavorisée et offrir à tous les individus des perspectives de mobilité sociale. Le rapport dit clairement qu'il faut transcender les politiques unidimensionnelles pour parvenir à ces objectifs. Ce qui est nécessaire, c'est un ensemble multidimensionnel de mesures stratégiques sur le capital
capital humain économique, ressources économiques, infrastructures sociaux. Tout ceci doivent être les cadres nécessaires pour l'action publique. Ces moyens d'action publique rejoignent tout à fait l'action et la vision que j'ai appliquée dans le cadre de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne l'année dernière. Des politiques sociales intégrées, holistiques, qui assurent des règles du jeu équitables pour toutes et tous. C'est important. Même si c'est coûteux, car il s'agit d'un investissement puissant en termes de rendements sociaux et économiques. L'action publique, c'est l'égalité des chances. Mon pays a aussi vocation à prendre des mesures pour appuyer les individus qui veulent se saisir des chances qui leur sont offertes. Un rapport important met l'accent ainsi sur les interventions dans la petite enfance. Par exemple, améliorer les politiques d'éducation d'accueil dans la jeune enfance. Ainsi, le gouvernement flamand, par exemple, a investi largement dans l'amélioration du nombre et de la qualité des places en crèche. Nous avons aussi mis en place des mesures de repas à la cantine scolaire plus sains. Et nous souhaitons aussi ouvrir davantage d'opportunités pour les élèves de l'école primaire. Tout ceci s'inscrit dans un plan national d'action qui relève de la garantie européenne pour l'enfance qui sera lancée l'année prochaine. Et pour les adultes, que nous n'oublions pas, nous nous posons la question de comment créer de nouvelles perspectives, comment rompre les cercles vicieux de l'isolement. Nous développons un paquet de mesures pour accompagner les personnes qui sont en situation d'incapacité, de longue incapacité, pour leur permettre un retour à l'emploi. Il s'agit de donner à chaque individu les capacités de retrouver leur place dans la société. Les résultats des études montrent que créer une meilleure égalité des chances reste un vrai défi, y compris en Belgique. C'est pourquoi votre rapport est d'une grande actualité, tant dans ses rapports analytiques, dans ses résultats analytiques, que dans les recommandations politiques qu'il contient. Et je souhaite vivement que l'OCDE continue à étudier ces perspectives et à accompagner les pays membres dans leur lutte contre les inégalités des chances et la promotion de la mobilité sociale. Ce rapport devrait servir d'inspiration pour toutes et tous mes collègues de tous les pays de l'OCDE, comme ça l'est déjà pour moi. Je vous remercie. Un grand merci. Ce que vous avez dit sur l'ouverture de nouvelles perspectives est en écho avec les transformations qui bouleversent nos sociétés. Comment tirer parti de ces transformations pour ouvrir de nouvelles opportunités pour les nouvelles générations et pour les personnes qui sont déjà dans l'emploi. Ces perspectives sont passionnantes et nous allons nous attacher à en débattre pour la suite de cette matinée avec le panel que j'ai le grand plaisir d'accueillir. J'accueille des expertes et des experts qui vont participer à cette discussion avec nous ce matin pour évoquer les conclusions de ce rapport de manière plus précise. Ce rapport présente une analyse de la mobilité sociale. Ce n'est pas la première fois que l'OCDE s'attaque à ce sujet, mais c'est la première fois que l'OCDE a développé une approche analytique qui cible une mesure particulière des inégalités des chances. Alors, il y a beaucoup de difficultés techniques lorsqu'on souhaite s'attacher à ce sujet et nous y reviendrons parce que c'est un travail incessant. Néanmoins, ce que ce rapport montre, c'est qu'il y a des leviers d'action puissants pour les responsables politiques et ce dont nous allons parler pendant notre panel, c'est quels sont les défis que les responsables politiques doivent relever, quelles sont les promesses portées par les politiques sociales. Nous avons pensé réunir plusieurs parties prenantes, puisque quand on parle de mobilité sociale et d'égalité des chances, ce sont des sujets transversaux qui ne concernent pas que les responsables politiques, mais toutes les voix de toute la société, puisque chacun et chacune a une responsabilité à agir. Alors, je vais commencer par vous présenter Carlota Balestra, qui dirige le Centre WISE de l'OCDE sur les inégalités. Elle est spécialiste des statistiques sociales, avec une longue expérience du travail sur les inégalités, la pauvreté et le bien-être. Elle a été responsable de ce projet et une des principales autrices de ce dernier rapport. C'est en partie grâce à elle que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Carlota, en tant que principale autrice de ce rapport, quelles sont les principales conclusions qui, pour vous,
sont aussi les plus surprenantes. Merci Romina, bonjour à tout le monde. J'aimerais d'abord prendre quelques instants pour remercier tous les collègues qui ont contribué à ce rapport, mais je n'ai malheureusement pas le temps de les citer tous et toutes, même si j'aimerais remercier chaleureusement les co-auteurs et co-autrices qui sont ici en salle ou qui sont en ligne avec nous. Comme le haut-commissaire Boone l'a dit, c'est une question essentielle et transversale et nous voulions vivement rassembler différents points de vue et donc un grand merci pour vos contributions respectives. J'aimerais également brièvement vous dire que, comme l'a dit Romina, c'est une nouvelle analyse que fait l'OCDE, mais c'est une analyse qui prend appui sur les épaules de géants. Nous avons certains géants ici présents comme Francisco Ferreira, d'autres chercheurs et chercheuses et des universitaires qui sont avec nous en ligne et dont le travail a ouvert la voie pour ces analyses et nous vous en remercions sincèrement. Pour répondre à votre question, Romina, sur les résultats intéressants ou surprenants, de nombreux résultats ont déjà été évoqués par le secrétaire général et les autres intervenants. Mais j'aimerais commencer par une anecdote personnelle. Au cours de ces derniers mois, j'ai pu mettre à l'épreuve certaines des conclusions avec ma famille ou mes amis. Et lorsque je leur dis qu'un peu plus d'un quart des disparités de revenus d'aujourd'hui sont liées aux inégalités de chance et au rôle de circonstances qui échappent au contrôle des individus, la réaction, c'est souvent: «Ah, j'aurais pensé que c'était plus.» Et cette petite enquête n'est en rien représentative de la société en général, mais je pense que ces réactions sont révélatrices et elles m'ont fait prendre conscience que maintenant qu'on commence à socialiser ces conclusions, il va falloir les contextualiser pour aider les utilisateurs et les décideurs politiques à bien les interpréter. En tant que chercheuse et avec les auteurs et autrices de ce rapport, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de raisons qui expliquent que ce chiffre est peut-être inférieur à ce à quoi on pouvait s'attendre. D'abord parce que dans le rapport, nous avons contrôlé pour un grand nombre de circonstances beaucoup plus important que ce qu'on fait en général dans la littérature académique, depuis le parcours familial jusqu'au lieu de naissance, jusqu'au sexe, jusqu'au lieu d'enfance, mais nous n'arrivons pas à refléter toutes les circonstances qui échappent au contrôle individuel. Et ceci pour des raisons qui sont conceptuelles, mais qui sont aussi liées à des difficultés pour obtenir les données. Ce que vous pouvez voir dans le rapport, et ce que nous soulignons dans ce rapport, c'est que ces chiffres sont certainement des estimations faibles du niveau réel d'inégalité des chances dans nos sociétés. Une autre raison pour laquelle ces chiffres peuvent sembler inférieurs à ce qu'on aurait pu anticiper, c'est que ce sont des moyennes. Et les moyennes sont des outils importants, mais qui ne dépeignent pas l'intégralité de la situation. Dans le rapport, nous montrons qu'il y a des variations entre les pays très importantes dans les niveaux d'égalité des chances dans l'OCDE, mais nous indiquons aussi l'existence de variations importantes au sein même des pays. Nous montrons les différences par région, les différences entre hommes et femmes, les différences entre cohortes, ce qui veut dire que ces chiffres moyens sont un point de départ utile, certes, mais le but ultime de l'analyse, c'est d'aider dans la décision politique à identifier certains obstacles à l'égalité des chances pour voir qui est affecté et comment on peut les comprendre dans le détail dans chaque contexte national. Troisièmement, je pense aussi que le fait que ces chiffres soient plus faibles que ce qu'on aurait pu anticiper a en fait un message positif, parce que c'est un changement par rapport au discours déterministe avant sur la prédestination sociale. Le rapport sur l'ascenseur social en panne de 2018 a été cité par plusieurs intervenants et l'un des grands messages de ce rapport, rappelez-vous,
c'était qu'il fallait en moyenne 4 à 5 générations pour qu'un enfant qui soit né dans le premier décile de revenus arrive au niveau de revenus moyen. Ça, c'est un message très puissant. Ça a fait les grands titres. À un moment, on l'entendait partout, même dans le métro à Paris. Il y avait des affiches qui citaient ce chiffre. Mais cela peut avoir un effet décourageant, surtout pour des personnes issues de milieux défavorisés. Cela semble indiquer que, quel que soit le niveau d'effort individuel, la naissance est prédéterminante. Or, le message dans ce rapport est différent. Ici, nous disons que la naissance n'est pas une fatalité. Et ne malinterprétez pas ce que je dis, car cela me tient beaucoup à cœur. Nous ne sommes pas en train de minorer le rôle des inégalités de départ, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui pour en parler. Nous ne sommes même pas en train de passer toute la responsabilité des inégalités sur les individus. Mais le message, c'est qu'il y a un paramètre dans lequel il peut y avoir une agentivité individuelle et pour l'action collective. Donc, la politique publique peut et doit doter les personnes d'opportunités et leur fournir le soutien nécessaire pour se saisir de ces opportunités. C'est un message porteur d'espoir, mais c'est aussi un appel à agir. Maintenant que j'ai fait cette introduction, si je dois mettre en avant deux conclusions qui pour moi sont très surprenantes, ce sont les conclusions qui sont liées au travail précédemment réalisé par l'OCDE sur les perceptions liées à l'inégalité économique et les préférences en termes de politique publique. C'est une mesure très technique. C'est basé sur des techniques d'apprentissage par machine, des arbres et des arborescences de régression. Vous avez tout le détail dans le rapport si vous le souhaitez. Mais dans le rapport, nous montrons que c'est une mesure qui est fortement corrélée avec la perception par les personnes de l'équité économique. Nous montrons que dans des pays où les inégalités des chances sont les plus élevées, selon nos mesures, les personnes auront plus tendance à dire que le parcours familial est essentiel pour avoir un bon départ dans la vie. Elles seront aussi plus enclines à penser qu'il faut faire plus pour améliorer l'égalité des chances. Le fait que nous puissions désormais faire le lien entre des éléments de mesure objectifs et subjectifs des opportunités sont, je crois, une contribution essentielle. Et le fait que cette mesure, même si elle est très technique, parle aux personnes, veut dire que cela peut être une base empirique utile pour l'action publique et le débat public sur les opportunités et comment y arriver. En lien avec cette conclusion, il y a une composante générationnelle. Dans les travaux précédents de l'OCDE, nous avions montré que les plus jeunes avaient plus de chances de penser que les individus ou ce qui était hérité était déterminant dans la réussite économique, plus que les générations qui les avaient précédées. Dans ce rapport, nous montrons que ce n'est pas qu'une question de perception. Dans beaucoup de pays de l'OCDE, les plus jeunes sont aujourd'hui confrontés à des niveaux plus élevés d'inégalité des chances que les générations précédentes au même âge. C'est pourquoi c'est si important d'avoir des personnes jeunes ici à la table et de les entendre elles aussi. Merci. Merci beaucoup. Alors, la naissance n'est pas une fatalité et c'est un message ouvert, un appel à l'action. Merci d'avoir apporté de la nuance aux conclusions du rapport et de les avoir remises dans leur contexte. C'est important, mais maintenant nous allons entendre nos autres intervenants et intervenantes. Vous avez déjà dit quelques mots sur Francisco. C'est un géant qui est assis à mon côté. Il est professeur titulaire de la chaire Amartya Sen d'études sur les inégalités et directeur de l'Institut international sur les inégalités à la London School of Economics. Vous êtes un grand expert de la mesure des causes et des effets des inégalités, mais vous n'êtes pas que cela. Vous êtes aussi l'ancien économiste en chef pour l'Afrique de la Banque mondiale. Vous connaissez les décideurs politiques, vous connaissez les gouvernements. J'ai deux questions à vous poser.
D'abord, quels sont pour vous les principaux éclairages du rapport et comment est-ce que cela vient enrichir l'analyse de la mobilité intergénérationnelle? Et deuxième question, quels sont les enseignements à tirer pour l'action publique? Je vous en prie. Merci beaucoup, Romina. Et merci à Carlotta pour cette invitation. Ma femme dirait, je ne suis qu'un géant sur une dimension, mais c'est heureux que quelqu'un d'autre n'ait pas le même point de vue. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici, d'avoir pu lire le résumé du rapport. Je me réjouis par avance de pouvoir le lire dans son intégralité. J'aimerais féliciter l'OCDE, Carlotta et son équipe pour ce rapport, mais aussi l'OCDE pour le lancement de cet observatoire des mobilités sociales et de l'égalité des chances qui contribue aux travaux déjà menés par WISE et qui me semble fascinant et essentiel. Je crois que Carlotta a raison de dire que la méthodologie ici est à la pointe, c'est les bonnes pratiques d'aujourd'hui. Elle dit que c'est très technique, mais ce n'est pas si technique parce qu'on aime les choses techniques. C'est technique parce qu'en fait, c'est difficile à mesurer, cette égalité des chances. C'est difficile à mesurer parce que si on prend trop peu de circonstances, on l'oriente à la baisse, mais si on met tout dedans, on a un biais pour une surpondération. Il y a donc un enjeu statistique à trouver la bonne mesure et c'est ce qui a été très bien fait avec ces arborescences et régressions, etc. Romina, vous nous avez demandé comment cela prend appui sur le travail déjà réalisé par l'OCDE sur la mobilité sociale et j'aimerais reconnaître ce travail. Vous avez parlé des statistiques sur la mobilité générationnelle, mais ce rapport de 2008, Croissance et inégalité, a attiré l'attention de grands universitaires, Tony Atkinson ou d'autres. Ça a été un rapport qui a eu une influence très importante. Donc oui, vous prenez appui sur les épaules de géants en interne lorsque vous publiez un rapport comme cela. La question, c'est est-ce qu'il y a des enseignements différents à tirer de ce rapport par rapport aux travaux précédents sur la mobilité? Et je crois qu'il y en a. Ce sont deux concepts qui sont très liés. On s'arrête un instant. L'égalité des chances ou les inégalités des chances, c'est une façon dont beaucoup d'éléments de son passé, beaucoup de ce qu'on hérite en tant qu'individu, préfigure son résultat. Dans quelle mesure est-ce que le contexte, le métier, le lieu de naissance des parents, de soi-même, prédestine sa réussite? Et la mobilité, c'est la même chose, mais on ne prend que les revenus des parents comme seule circonstance. La mobilité, c'est le revenu des parents, l'enfance, etc. Mais les deux sont très liés. La grande différence, c'est que les revenus des parents, c'est une circonstance essentielle, mais ce n'est pas la seule circonstance. Ce que fait son rapport, c'est d'apporter plus de circonstances, le lieu de naissance, le genre, le pays d'origine, quelques éléments de la petite enfance, comme la composition familiale, la nature des relations parentales ou d'autres circonstances qui sont assez inédites et très joliment mobilisées. Et c'est important puisque cela permet d'identifier de manière beaucoup plus détaillée des groupes défavorisés. Ce n'est pas que le revenu de ses parents, c'est où c'est les types de composition familiale, c'est l'origine. Dans le contexte européen, le pays de naissance ou le statut migratoire sont autant d'éléments déterminants. Et donc oui, on apprend beaucoup plus dans ce rapport grâce à cela. Mais il y a deux autres éléments qui viennent enrichir ce que nous dit le rapport sur la question. Tout d'abord, les coefficients de corrélation ou les élasticités intergénérationnelles sur la mobilité sont mathématiquement liées à la part des revenus qui peut être attribuée aux revenus parentaux. Donc, on peut dire que en deçà de 25%, mais si on a une élasticité intergénérationnelle de 0,3 ou de 0,4, ce qui est le plus courant dans les pays européens, même c'est parfois inférieur, cela veut dire que la part que le revenu parental explique, c'est carré, donc 0,9 à 0,16, 10 à 16%. Faites-moi confiance, si on fait au carré, on obtient la part. Et ça, c'est encore plus faible. Donc oui,
on arrive à détecter plus d'influence, plus de poids du contexte en allant chercher au-delà des revenus. Ça, c'est important. Et ce qui est important, c'est parce qu'il faut faire quelques calculs, il faut mettre au carré, ce n'est pas si clair. Et si on regarde la mobilité, souvent, les personnes ne savent pas que c'est la partie basse de la fourchette, mais ça l'est. Et ce travail nous oblige à le dire très clairement. Là, c'est la partie inférieure de la fourchette, parce qu'on sait que si on prend d'autres observations, par exemple, le nombre d'années de scolarité des parents, mais pas là où ils ont été scolarisés, pas les notes qu'elles ont obtenues, pas leur niveau de réussite, pas leur patrimoine, énormément d'éléments. Et on sait que plus on observe, plus on a des échantillons importants, plus ces chiffres vont grimper. Et donc oui, 25%, c'est le bas de la fourchette. Ce que ces chiffres nous apprennent d'autres, et là où je voulais en venir, j'ai eu la même réaction que vos amis. 25% après tout, c'est pas si mal, mais et surtout parce qu'on sait d'où viennent ces chiffres-là. Mais Monsieur le ministre Beaune a parlé de comparaison, de benchmarking, et si on regarde seulement les pays de l'OCDE, on a une fourchette qui va de 10%, Danemark, Islande, jusqu'à 40%, États-Unis, Russie, Portugal et 50% en Bulgarie. Donc, on peut présumer que si les pays s'intéressent à l'égalité des chances et à la lutte contre les inégalités, ils peuvent s'inspirer des pays qui ont une meilleure performance. Je vais passer à la deuxième partie de la question de Romina. Quels sont les enseignements à tirer pour les responsables politiques? Je vais commencer par dire que ce que la mesure des inégalités des chances peut nous apprendre, c'est quels sont les profils d'opportunités, en quelque sorte. Parce que quand on utilise ces chiffres-là, on va créer des sous-groupes. Les statistiques, ce sont toujours des moyennes, mais on peut cibler des sous-groupes, des populations particulières. Je me souviens dans nos propres travaux au Royaume-Uni, nous avions identifié des articulations très fortes entre l'éducation de la mère et le pays d'origine. Par exemple, les immigrés du Canada, du Bangladesh et de Turquie qui venaient vivre au Royaume-Uni, dont la mère avait un haut niveau d'instruction, étaient des personnes qui avaient des trajectoires plus performantes. Alors que alors que les personnes qui venaient des mêmes pays avec une mère moins instruite se retrouvaient dans les catégories plus en bas de l'échelle. Donc on avait en quelque sorte une structuration sociale comme une cartographie. Bon, après, il y a quelques petits éléments qui viennent parasiter. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais ça permet d'avoir une vision assez percutante, en tout cas pour les responsables politiques. Quelles sont les personnes qui sont les plus défavorisées, indépendamment des circonstances qu'ils et elles peuvent maîtriser? Et puis j'aimerais aussi réfléchir quelques instants sur ce classement triple dont le secrétaire général a fait le résumé, donc tiré de ce rapport. Vous avez tout un ensemble de politiques publiques, capital humain, premièrement. Ensuite, comme cela a été dit en France, il n'était pas question de patrimoine ou de richesse, mais je pense que c'est plus l'accumulation de patrimoine pour les familles pauvres ou défavorisées. Et troisièmement, infrastructure sociale et consolidation de celle-ci. Je pense que c'est très ciblé. Et d'ailleurs, quand j'ai travaillé à la Banque mondiale, j'ai essayé pendant 20 ans de synthétiser les politiques publiques en faveur de la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Bon, ça rejoint un petit peu ce que vous dites, mais vous allez une étape au-delà, puisque quand vous parlez de promotion, de la promotion de la mobilité et de l'accumulation de patrimoine et de richesse pour les familles pauvres, pour leur permettre de bâtir un socle d'actifs et de richesse. Parce que je pense que ce qui est clé, et je m'arrêterai là-dessus, le point principal qui saute aux yeux quand on réfléchit aux inégalités des chances, c'est que la naissance n'est pas une fatalité, mais la naissance va façonner la destinée. Et c'est bien plus facile quand vous venez d'un milieu privilégié que quand vous venez d'un milieu défavorisé. Les familles vont transmettre des privilèges, des avantages. Vous lisez des livres à vos enfants, vous les envoyez dans les meilleures écoles. C'est ce que tous les parents veulent faire, aider les enfants. Les parents pauvres le font d'eux-mêmes, mais ils et elles ont moins d'options, moins de capacités. Et le privilège et le caractère défavorisé des parcours se transmettent de manière équitable. Et quand on parle d'égalité des chances, il faut se rendre compte que cela ne signifie pas des égalités de trajectoire, puisqu'il y a des personnes qui partent bien en avance par rapport à d'autres.
Et si on veut réfléchir en termes peut-être un peu radicaux, et le ministre a parlé de l'importance de l'éducation, de l'enseignement, parce que vous avez les enfants qui arrivent à l'école avec tout le bagage familial. Si vous voulez vraiment des règles du jeu équitables, eh bien, il faudrait envoyer les enfants les plus pauvres dans les meilleurs établissements, alors que c'est exactement l'inverse qui se produit dans la majorité des pays, bon, à l'exception notable des pays que j'ai évoqués plus tôt. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que les pouvoirs publics compensent l'absence de privilèges subis par un grand nombre de personnes dès l'enfance. Et quand on parle aussi de l'accumulation de richesses par les familles pauvres, ça rejoint cette réflexion-là. On en parle d'ailleurs de plus en plus dans le débat politique français, notamment, et je pense que c'est tout à fait passionnant. Donc, vous ouvrez la réflexion, pas seulement sur l'aspect approche technique, mais aussi sur la discussion politique. Et c'est pourquoi je vous félicite vraiment pour la qualité de ce rapport. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Donc, l'accès équitable ne signifie pas une égalité des chances. Et merci d'avoir reconnaître que nous essayons effectivement d'avoir une approche innovante, notamment pour ce qui est des recommandations en matière d'action publique, en mettant l'accent aussi sur l'accumulation du patrimoine et des richesses. J'ai le grand plaisir maintenant d'accueillir notre prochaine panéliste, Hannah Agbanrin. J'espère que je prononce correctement votre nom. Sinon, n'hésitez pas à me corriger. Vous êtes consultante dans la transformation numérique pour le secteur public et vous êtes membre de Youthwise, le Conseil consultatif de la jeunesse de l'OCDE, un organe que l'OCDE a lancé il y a quelques années pour écouter la voix des jeunes et utiliser cet éclairage de la jeunesse pour les travaux de l'OCDE dans notre analyse des données empiriques et aussi pour puiser dans la connaissance et la sagesse de la jeune génération dans l'élaboration des recommandations publiques à l'intention des responsables politiques. Vous avez une forte expérience et expertise de la politique publique, de la justice sociale et de l'intersectionnalité. Malgré votre jeunesse, vous venez avec un bagage très riche. Hannah, la question que je voulais vous poser, c'est quels sont les éléments que vous avez trouvés les plus intéressants dans ce rapport? Comment est-ce qu'ils résonnent en vous et en vos collègues de l'initiative Youthwise? Je crois que vous avez eu la possibilité d'en parler entre vous. Hannah, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être ici devant vous pour représenter Youthwise, donc le Conseil consultatif de la jeunesse de l'OCDE, et je suis très reconnaissante de pouvoir participer au lancement de ce rapport d'une grande actualité et de partager avec vous certaines des conclusions de nos réflexions et la manière dont les conclusions de ce rapport ont un écho concret des récits et des histoires que nous avons partagées entre nous chez Youthwise. Pour commencer, une des conclusions qui nous a semblé les plus pertinentes, c'est l'impact du niveau d'instruction des parents et du métier des parents sur les trajectoires de vie des individus. Alors, je vais vous partager l'histoire de Hamza. Hamza est avec nous dans la salle et il nous a parlé de la manière dont il a grandi dans une famille monoparentale. Il a subi une marginalisation économique et sociale. Quand on pense à l'école et à l'éducation, on pense que c'est une trajectoire favorable vers la mobilité sociale, alors que Hamza, souvent, s'est retrouvé marginalisé dans le système éducatif, alors que les autres élèves pouvaient compter sur leurs parents pour les aider dans les devoirs ou avoir accès à des cours privés ou des tuteurs ou utiliser le réseau des parents pour trouver un stage. Hamza s'est souvent retrouvé seul et isolé face à ces difficultés à surmonter. Et ce que les conclusions du rapport montrent, c'est qu'il y a une marginalisation sociale et économique due au profil socio-économique qui va créer des obstacles et des ralentissements et va freiner la trajectoire personnelle des individus. Je voulais aussi revenir sur les inégalités de genre, notamment les inégalités de genre dans le revenu. J'ai grandi comme une femme et je me suis rendu compte assez tôt que lorsque j'allais commencer à travailler, il y avait toutes les chances ou tous les risques que je sois payée moins que mes homologues masculins pour un même métier à un niveau de responsabilité comparable
Et j'étais consciente que je serais probablement celle qui porterait le plus le poids des tâches domestiques à la maison, souvent au détriment de mon propre bien-être ou de mes propres performances économiques. Et j'allais certainement travailler dans un secteur qui est surféminisé, où les femmes sont sous-payées, alors que ces métiers sont absolument essentiels sur le plan social. Ce que ce rapport appelle, c'est que dans la conception des politiques favorables à l'égalité des chances, il faut mettre l'accent sur l'égalité des genres pour s'assurer que toutes les femmes ont accès aux mêmes perspectives d'éducation et d'emploi que les hommes. Parce qu'on le sait, les inégalités, les obstacles sont aussi intersectionnels et vont façonner la diversité des expériences en fonction du contexte social, mais aussi des identités des individus. Autre conclusion sur laquelle je voulais m'arrêter quelques instants, ce sont les inégalités géographiques. Le fait que le lieu où vous êtes né, le lieu où vous avez grandi, vont impacter la manière dont vous avez accès à l'éducation, à l'emploi, aux services publics essentiels et à d'autres. Certains ménages ont la capacité de déménager, de changer de quartier. C'est mon cas. J'ai grandi dans une banlieue où il fallait 30 minutes de voiture pour aller dans le meilleur établissement scolaire. Et mes parents avaient les moyens et la volonté de changer de quartier où je n'avais plus que 7 minutes à marcher pour aller dans un bon établissement scolaire. C'est un enseignement important. Il faut promouvoir les bonnes opportunités là où les gens vivent. Parce que, comme le rapport le montre, la plupart des familles n'ont pas les moyens de déménager, de changer de quartier ou de ville. Et donc, il faut qu'il y ait des perspectives, des promesses là où les gens vivent pour que l'égalité des chances soit garantie dans tous les lieux de vie et d'habitation. Ce rapport, en conclusion, est très éclairant, très instructif. Il est une excellente introduction et un socle essentiel pour le débat futur autour de l'inégalité des chances et de la promotion de l'égalité des chances dans la transversalité des politiques publiques qui doivent être mises en place pour promouvoir l'égalité des chances et les intersections, les articulations qui sont à l'œuvre. Nous, chez Youthwise, nous sommes convaincus que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de politiques efficaces qui peuvent réellement créer des changements, des bifurcations dans les trajectoires personnelles. Merci beaucoup. Nous sommes ravis d'avoir entendu que les conclusions du rapport résonnent avec les expériences concrètes, tant individuelles que collectives chez Youthwise. Et merci d'avoir parlé de l'importance de la promotion de l'égalité des genres et les questions intersectionnelles, mais aussi le bien-être, parce qu'on n'en parle pas beaucoup directement dans le rapport, mais bien sûr, quand on parle d'opportunités, d'égalité des chances économiques, eh bien, ça se superpose aussi, bien sûr, aux trajectoires liées au bien-être des individus. Alors, les prochaines personnes membres du panel vont intervenir à distance. J'ai le plaisir maintenant d'accueillir notre quatrième panéliste, Michael Pandazis, qui est directeur de l'analyse à la Commission britannique pour la mobilité sociale. Il s'agit d'un organe indépendant créé par le Parlement britannique pour réaliser un suivi des opportunités de l'égalité des chances et de la mobilité sociale et conseiller les pouvoirs publics sur la meilleure façon de les promouvoir. Son expertise est reflétée dans la rédaction annuelle L'État de la Nation, produit par cette commission qui présente des chiffres et des statistiques annuelles sur la mobilité sociale. Il est aussi enseignant d'économie à l'université de Birkbeck à Londres. Michael, est-ce que vous êtes bien connecté? Oui, je suis là. La question que j'aimerais vous poser est la suivante. Au sein de votre commission sur la mobilité sociale, votre mission est d'élaborer des recommandations d'action publique pour les autorités britanniques et les autres parties prenantes sur la meilleure façon de promouvoir l'égalité des chances. Quelles sont les réflexions les plus pertinentes que vous souhaiteriez partager avec nous concernant notamment les données qui sont interconnectées concernant le profil socio-économique des parents et d'autres caractéristiques. N'hésitez pas aussi à nous faire part des messages politiques forts que vous souhaiteriez partager avec nous aujourd'hui. Merci, Madame la Présidente, et merci à l'OCDE
Le service d'interprétation vous présente ses excuses, mais en raison de la mauvaise connexion technique, cet intervenant ne peut être interprété. Le service reprendra ultérieurement. Merci de votre compréhension. But I do hope there will be something interesting for attendees in looking at the UK's example. Now, I mentioned microscopes, and I had to look this up for this intervention. But before microscopes, it turns out that physicians knew disease existed, but they couldn't see the organisms that were causing it. So treatments were blunt, and their guesses were often wrong. And we might have heard of perhaps Robert Hooke, or maybe in this company, Anthony van Leeuwenhoek. But in reality, the invention of the microscope was an iterative process. And it turns out that glass makers and lens grinders and scientists were refining each other's work over the decades. And it wasn't just about then who made the best microscope, but also about how it was used. And then that fed back into the design. And Robert Hooke's work, for example, captured the public's imagination, not because he was the first to use a microscope, but because he made very detailed and impressive illustrations that were a great success when his work was published in London. And that is how I'd like us to think about data here. It's iterative refinement, and it's also how we use it. Okay, so how do we improve things? Well, data in government is always going to be a challenge, and we could always do better. But I think social mobility is a particularly tough challenge. Firstly, because we need to link across the generations. And secondly, and I suppose relatedly, we need data that's relating to the same individual over a long period of time. And this gives us three systemic challenges that we've identified in the UK, but I'm sure they are common to other countries. That's data collection, linking, and sharing. And first one, data collection is, I suppose, obvious. You can't do anything with data that hasn't been collected. So, for example, in the UK, we don't collect administrative data on occupational class, so we're relying on surveys. We do have birth cohort studies, but those are sporadic. And of course, they're samples, so they don't cover the whole population. My second point was linking, and linking is really the key for social mobility because you are linking people's birth circumstances to their position later in life. So in the UK, for example, income is not linked across the generations in any official source. So there's no official source for high quality studies of income mobility in the UK. There have been some steps taken towards this. There's been some great academic work on the topic, but we're not there yet. And similarly with education and with occupation, they're not linked in administrative data. And again, some steps taken, but we're not quite there. And on sharing, the third thing I mentioned, well, I won't say too much about data sharing, except that incentives here are very important. So if a Secretary General of a government department or permanent secretary, as we would say in the UK, if that person shares data and everything goes right, they wouldn't necessarily get much credit. But if they share data and there's a data breach, that person might be fired. So the incentives are very important, need to be set up correctly. Okay, so those are some remarks on getting better data, but then how to use data is also really important. And here I think the distinction between mere description on the one hand and the type of causal analysis that would really inform policy changes is the key. And particularly with social mobility, we've got to think about who do we target, where do we target, and in a strange sort of way, when. Because social mobility data and analysis is necessarily backwards looking. If you have someone who's 50 years old today, so someone who's reached occupational maturity, we have to think about the effect of education policy on that person 40 years ago. So we've got a sort of backwards looking measure, and we need to think about how to make that relevant today.
So some examples, thinking again back to Robert Hooke's illustrations of his microscopy and how those illustrations inspired people. Well, at the UK Social Mobility Commission, we're trying to make everything as user-friendly to the public as we can. And we've created an interactive data explorer tool, which I would encourage you to have a look at. There you can browse statistics, the general public can browse statistics, including by region. I also think it's really important, as I said before, to go beyond description, and we need better data to do that. So, for example, what is more important? Is it parental social class, or parental income, or parental education, or perhaps any one of a number of other things? And it's great to see the progress that OECD's made in this report. Where does region fit into all of this? Now, can we even separate out the effect of a region from the effects associated with the people who live there? So, in other words, if you could somehow exchange the populations from, let's say, London to perhaps the northeast of England, what effects would you see? Would those people end up doing the same in their later life? And these are really critical questions because we need to know not only why things are happening, but how we might be able to change it. And again, I think this report that OECD has launched really makes huge progress because it can decompose the predictive contribution of each of these circumstances. And I look forward to getting more familiar with the report. And in terms of how OECD can help and perhaps how we can help each other, perhaps this is something that's already in train, but it would be great to see a survey of data quality across the OECD, what's missing in each country, so that we can learn from each other about these key 3 points of collection, linking, and sharing. Thank you very much. Thank you so much, Merci Michael. I beaucoup. think it's very interesting. I mean, the starting point of your intervention was the Le fact point de that départ de there are no votre official intervention, sources or c'était visibility, qu'il n'y a pas de ressources officielles sur la mobilité sociale qui soient systématiquement conçues au Royaume-Uni, mais je crois que c'est le cas pour beaucoup d'autres pays de l'OCDE. Et en effet, l'avenir de cette question est clairement lié aux données, à la disponibilité, à la mise en lien des différentes sources de données. C'est quelque chose que font déjà nos équipes à l'OCDE et au centre WISE. Avec une série de difficultés techniques ou juridiques, mais nous avons créé le groupe de travail sur les statistiques de bien-être de l'OCDE. C'est l'organisme qui va pouvoir venir soutenir ce travail très technique, mais nous sommes tout à fait d'accord sur la suite de notre collaboration et nous nous réjouissons par avance de pouvoir nous appuyer sur votre expérience pionnière sur toutes ces questions. Et notre dernier intervenant pour ce panel, c'est Rudy Van Damme, directeur général de l'analyse et du suivi au service public fédéral de la sécurité sociale en Belgique. Vous êtes un expert européen, vous avez présidé le sous-groupe sur les indicateurs du Comité de protection sociale de l'Union européenne pendant longtemps et vous avez un long parcours universitaire. Et j'aimerais encore remercier et féliciter Rudy pour tout le soutien dont il nous a témoigné. Pendant ce rapport, nous avons eu une série d'échanges techniques et c'est l'un des représentants pays de l'OCDE qui a suivi ce travail dès le début. Rudy est aussi quelqu'un avec qui nous avons collaboré dans le contexte de notre travail sur l'investissement social. Et le ministre Van der Broek en a parlé dans son intervention préenregistrée. Et pour nous, c'est un axe de travail fondamental puisqu'il y a un lien très clair entre les conclusions de ce rapport et les opportunités que les pays pourraient avoir pour lutter contre ces inégalités en investissant justement plus dans une série de politiques sociales. Rudy, vous êtes en ligne, nous ne vous voyons pas, mais vous devriez être là. Et la question, c'est où et comment est-ce que l'OCDE peut soutenir le mieux les efforts des pays pour l'égalité des chances, puisque vous connaissez bien l'OCDE, mais quelles sont pour vous les priorités principales, puisqu'il y a tellement de travail à faire, où se concentrer d'abord?
Merci, Romina. Est-ce que vous m'entendez? Le service d'interprétation s'excuse, mais la qualité de la connexion audio de l'intervenant ne permet pas l'interprétation de cette intervention. Le service reprendra immédiatement après. And let me join the previous speakers in congratulating the OECD on this important report. The OECD's work, other speakers have said it, but it's good to repeat it. The OECD's work on inequality of opportunity is critically important because it complements policy discussions on redistributing outcomes with the perspective of ensuring that everyone has a fair shot on improving one's living conditions regardless of one's background. And this matters greatly for equity, but also for economic efficiency. The OECD's data-driven approach helps countries to identify and tackle structural barriers. So when you ask me how the OECD can support countries, this report is already a big step, I would say. Presenting, explaining, and communicating the report is crucially important. And of course, this event is a very important first step. But I think OECD delegates, member states, should take this report in hand and bring it to their own country and look at it and use it as a source of inspiration for the policy work in their country. But of course, further steps would be very welcome in using the report. What could these further steps possibly be? Well, let me just name a few. First, a very strong point of the report is that it links, and it has been said already, it links analysis with a policy framework. And importantly, and I quote, this framework recognizes that inequality of opportunity arises from a combination of different causes. I think this is a very important sentence. Recognizing the complexity of inequality of opportunity is an important starting point for policy intervention. In this regard, I think that next to identifying possible policies that tackle inequality of opportunity, a further step as policy guidance should be to look at how these policies interact and can strengthen each other to reach the desired outcomes. Let me try to make this a little bit more concrete. A study by Anton Hemerijk and colleagues, which was commissioned by Belgium in the context of its presidency of the Council of the EU, shows clear pattern of the complementary role of early childhood care and education policies on the relation between active labor market policies and employment. So the relation between active labor market policies and employment can depend on the presence of early childhood education and care policies. This pattern suggests that at low levels of early childhood care and education, active labor market policies might be unemployment promoting for families with children, especially among mothers, whereby active labor market enhanced employment take-up is likely to be concentrated among adults without care responsibilities. Hemerijk and colleagues also assessed how policy complementarity shape poverty risk, thereby looking at interactions between social protection, active labor market policies, early childhood care and education. I will not go further into the detailed results of this. And these results are still early results, but helping countries to identify which policies fit best their situation and taking account of their interaction and their combined effectiveness or ineffectiveness sometimes is, in my view, an important pathway for further policy guidance. So this was a first idea of how to use the report. Also,
developing policies more from a life cycle approach can be a useful way forward. The report rightly stresses the importance of early childhood interventions, but looking at how policies should evolve and be linked across further stages of the life cycle could also offer useful guidance for countries. The report also identifies downsides of investing in more level playing field, the fiscal implications being one of these downsides. Fighting inequality of opportunity comes at a certain cost. At the same time, it is obvious that enhancing people's opportunities would bring economic and therefore also fiscal advantages. And Romina, you already referred to the social investment, returns on social investment idea. I think it is important to bring these returns on investing in reducing inequality of opportunity more in the picture. And I think that the OECD can play an important role in developing and supporting the development of approaches in this regard. And I thought of closing my advice with a topic in which I'm personally also quite involved at the moment, and that is on data. But Michael already went quite in detail into that topic, but still a few words on this. A point on which the report, and the report also closes with this topic on data. On this, I would like to say that it is important that the analysis could be extended to more countries and deepened on certain topics. Data, and more granular data, of course, have to come from the OECD member states. However, it is my experience, and then Michael also referred to that in many member states, there is a struggle with adequately accessing the necessary data to support more efficient and effective policies, even sometimes for internal use. So maybe the OECD, and you already referred to it also, could help in the reflection on procedures that can enhance the accessibility of data for use within countries, but also for sharing data in an international context. So I would like to close with this, and let me thank the OECD once again for this great report. Thank you. Thank you so much. Really, this is a big roadmap. Merci beaucoup. C'est une feuille de route très intéressante. Et un grand merci d'avoir souligné l'aspect complémentarité des politiques publiques. Dans notre panel ce matin, nous avons beaucoup évoqué la manière dont les différents facteurs interagissent ou s'articulent, les facteurs qui vont façonner les trajectoires individuelles et personnelles, mais c'est vrai qu'il y a aussi des interactions au niveau de l'action publique et la nécessité d'en tenir compte dans leur conception. Ça rejoint ce que Clément Beaune disait ce matin sur la nécessité d'ancrer la politique publique dans une perspective de très long terme. Il nous reste maintenant quelques minutes pour les deuxièmes tours de questions que je vais poser à nos panélistes. Je vais commencer par Michael. Nous le savons, dans vos travaux l'année dernière à la Commission pour la mobilité sociale, vous avez ciblé la trajectoire des jeunes comme domaine d'études avec une approche territoriale du Royaume-Uni et les différentes perspectives en fonction du lieu de vie. Nous sommes très intéressés de savoir quelle stratégie vous avez utilisée sur le plan méthodologique afin d'identifier quelles sont les régions sous-performantes et aussi les approches politiques qui sont envisagées pour améliorer les perspectives pour les personnes qui vivent dans ces régions qui accusent du retard. Allez-y, Michael. Encore une fois, cette intervention ne sera pas interprétée. Most usually we're using the UK LFS, Labour Force Survey. And of course, if we want to look at small regions, we end up with very small cell sizes, sample sizes. So to
counter this, we've created composite measures. So we're using different but correlated measures to reinforce each other, and that gives us a bit more confidence that when we find something, it's a real effect. So, for example, we've created a measure that we call promising prospects, and you could think of that as social mobility for younger people. In other words, how are young people getting on in their 20s once we take into account their childhood starting point? And then we break that down into 200 plus regions of the UK. So to make this, we combine various things: highest qualification achieved, occupational level achieved, and earnings. And if we look at all of those things together and we look at people's socioeconomic background from the labour force survey, so we're looking at parental occupation in this case, we get a sort of relative measure that tells us how well each region is doing in comparison with other regions. But just imagine what we could do if we had full administrative data covering every individual. We could really drill down to a microgeographical level. And we could also start to look at causal analysis in the way that, for example, Raj Chetty and his colleagues have done in the United States. So, yeah, again, just to say, I think this report that the OECD is launching makes huge progress in that regard because of this decomposition of the predicted contribution of each circumstance. So that is great. And I think really the first thing that we need to do in the UK is improve our data and then start looking at what might be going well or badly in every region. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup, Michael. À votre tour, Rudy, nous allons rester sur le sujet des leviers d'action publique au niveau local et l'impact que ceux-ci peuvent avoir. Votre expérience d'un pays fédéral comme la Belgique vous donne un éclairage sur la nécessaire territorialisation des politiques, les difficultés d'ancrer dans l'approche territoriale ces politiques publiques et comment cela peut se faire. Encore une fois, cette intervention ne sera pas interprétée en raison de la faible connexion technique. Toutes nos excuses. Just it is important to understand the situation in Belgium. It is important that in a sketchy way, we have a southern part, which was among the first industrialized regions in Europe. But after World War II, there has been a shift in economic gravity from the south to the north part. It's also important to realize that this divide between the two regions is also a linguistic divide, with French-speaking southern part and Dutch-speaking northern part. And Belgium is a federal country with devolved competencies and split competencies between federal and regional authorities. When we look at the socioeconomic situation, we see strong regional inequalities along all the dimensions that are described in the report that we discuss and present here today. The poverty rate is almost twice as high in Wallonia, the southern part, compared to Flanders, the northern part, also regarding child poverty. Employment rates are particularly low in Wallonia compared to Flanders. The opposite goes for the unemployment rate. And as a consequence of these situations, benefit dependency is also much higher in the southern part of Wallonia than in the northern part. All these findings are very consistent and have been there for already decades. When we look at duration, we also find large differences in persistent poverty, for instance, and long-term unemployment rates along the same lines. And what is not good, also on the PISA results show large differences between the two regions. I think the results in the report, based on an innovative use of rich administrative data for Belgium, in this case, I think this is a good example, pointing to the fact that regional income levels may play a role in social mobility after controlling for other factors, indicates
the complex nature of all these inequalities. Of course, with several levels of government, federal, regional, policies have tried to tackle these issues, both with macroeconomic policies, trying to attract more investment in the region, as well as with more social and employment policies. However, so far, without really decisive changes in the situation, which of course points to the complexity of the issue at hand, of these regional place-based differences in inequalities and inequalities of opportunity. If I may come back to my earlier intervention, this is certainly an area in which further knowledge on the mechanisms and the possible policy approaches would be very welcome. So I'm afraid examples of good practices, I don't have them ready here for you at the moment. I can, in the first place, point at the complexity and in the need to dig deeper in how these complex situations can be tackled by policies. So I'll end with this. Thank you. Thanks so much. So this is going to be another very important. Merci beaucoup. Excellente intervention qui ouvre des perspectives passionnantes pour l'avenir. Hannah, si vous aviez un message à transmettre aux responsables politiques de la part de Youthwise sur l'avenir que vous souhaitez, quel serait ce message? Merci beaucoup pour cette excellente question. Notre message, c'est que nous voulons l'égalité dans notre vie. Nous voulons vivre dans une société plus juste, plus équitable. Et la manière d'y arriver, c'est avec des responsables politiques qui accompagnent les initiatives de terrain. Accompagner, cela signifie soutenir ces initiatives, bénéficier d'un soutien pour que celles-ci puissent gagner en ampleur, qu'elles puissent réellement mener vers un vrai épanouissement et impacter de manière systémique le changement. Nous voulons vivre des vies plus justes et plus équitables, ce qui signifie que toute politique publique doit s'inscrire dans le refus de la marginalisation, surtout dans le contexte des transitions écologiques et numériques qui risquent d'aggraver encore plus les fractures sociales existantes. Parler de politique égalitariste signifie réfléchir à tous les désavantages, toutes les caractéristiques défavorisées qui risquent d'impacter les trajectoires et les destins des individus. Nous sommes prêts à travailler avec vous, avec toutes et tous les responsables politiques qui veulent des vrais changements concrets au niveau local dans les populations. Il faut juste nous écouter pour que nous puissions atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Vous pourrez toujours compter sur l'OCDE pour être justement à votre écoute. Je me tourne maintenant vers Francisco. Quels sont les souhaits que vous souhaiteriez partager avec nous? Que voulez-vous que l'OCDE fasse ultérieurement? Vous pouvez rajouter à la liste de souhaits ou peut-être sélectionner les meilleures idées que d'autres ont déjà exprimées. Merci, Romina. 3 remarques très rapides, dont certaines vont rejoindre ce qui a déjà été dit. Pour ce qui est des nouvelles approches analytiques des inégalités des chances, tout d'abord dans l'espace que nous occupons déjà, sur les revenus et l'interdépendance de cette variable avec d'autres. J'ai rappelé la circonstance des revenus des parents et il n'y a pas de raison de faire de distinction. Le revenu des individus et le revenu de leurs parents, ça peut s'articuler. Et Michael en a d'ailleurs parlé. Dans certains pays, la Suède, par exemple, s'est attachée à la mesure de l'inégalité des chances en tenant compte des revenus des parents comme variable supplémentaire. Et je pense que l'OCDE a la capacité et la volonté d'intégrer davantage cette configuration de données dans les analyses d'autres pays. Deuxième élément, c'est passer des enquêtes sociales aux ensembles de données administratives. Ce que ce rapport apporte comme contribution majeure, c'est cette caractéristique de territorialisation.
des études. On peut effectivement approfondir l'étude quand on a les données administratives. Encore une fois, en gardant comme variable dépendante les revenus. Autre question à poser, c'est qu'en est-il de toutes les dimensions au-delà de celle du revenu? Eh bien, ici, on peut associer deux projets essentiels de l'OCDE et utiliser, par exemple, les données PISA. C'est déjà le cas. Nous sommes plusieurs à avoir déjà travaillé sur les inégalités des chances dans l'éducation en articulant différentes circonstances, profil familial, d'autres variables et la répartition géographique du niveau d'instruction et de la performance éducative. On le sait que l'éducation est un moteur fort pour le revenu et le bien-être, mais la façon dont on va en tirer profit dépend aussi du profil et d'autres variables. Mais je pense que vous travaillez dans la bonne direction et il faut creuser cette optique-là. Autres éléments, l'éducation. Bon, pour moi, ce serait l'autre variable incontournable, sans oublier les mesures sur la santé, sur le statut social, les données sur le patrimoine ou la richesse. Par exemple, l'enquête du Luxembourg sur le patrimoine. Il peut y avoir d'autres sources aussi. Et puis, un sujet auquel je m'intéresse de plus en plus, bon, c'est parce que je vis au Royaume-Uni aujourd'hui, c'est le logement. Le logement, c'est un actif absolument crucial, c'est un déterminant essentiel pour les choix du lieu de vie. Pourquoi est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas déménager ou choisir le lieu de vie où on a envie d'habiter? Et bien souvent, c'est en raison du coût du logement. Et ce rapport a un des atouts, un de ses atouts parmi d'autres, c'est cette approche territorialisée des différentes caractéristiques. Parce que souvent, on a des graphiques sur les différences régionales au sein d'un même pays, mais c'est souvent sur des médianes ou sur des chiffres moyens. Et bon, moi, je comprends très bien, j'ai une bonne expérience des organisations multilatérales, je comprends pourquoi vous inscrivez dans cette optique-là, mais ce serait extrêmement intéressant de tenir davantage compte des différences intra-pays et de comparer les régions d'un pays à l'autre. Ça permettrait de voir les grandes disparités régionales si on prenait l'Europe comme un pays unique et qu'on comparait les régions les unes aux autres. On comprendrait mieux quelle est la gravité des inégalités qui persistent en Europe et avec d'autres régions du monde aussi. Merci beaucoup pour ces propositions très intéressantes. Je suis sûre que cela va nous faire réagir dans l'équipe. Carlotta, vous allez avoir le mot de la fin. Et vous avez le choix avec toutes ces différentes idées que nous avons entendues. Mais pour vous, quel est l'avenir du travail de l'OCDE dans ce domaine? Ah, c'est mission impossible de résumer cela en 2 minutes, Romina. Je pense qu'on a entendu un plaidoyer clair qui est d'améliorer la disponibilité et le partage des données. C'est un domaine où l'OCDE a beaucoup mis l'accent. Pour moi, cela a deux implications. D'abord, c'est un appel pour que les offices statistiques nationaux incluent régulièrement des questions rétrospectives dans leurs enquêtes et qu'elles préservent la cohérence dans la façon dont sont formulées ces questions, parce que sinon, cela nous pose problème si on veut ensuite comparer l'égalité des chances dans une perspective chronologique, et c'est la difficulté qu'on a rencontrée dans la préparation de ce rapport. L'autre idée, c'est que l'OCDE soit plus ambitieuse et qu'elle cherche à explorer et à l'épuiser dans différentes sources de données comme les données administratives. Mais Romina en a déjà parlé. Nous avons différentes équipes dans l'organisation qui utilisent des données administratives dans plusieurs pays pour étudier la mobilité intragénérationnelle, et on pourrait avoir la même approche pour la mobilité intergénérationnelle et les opportunités, même si les exigences de données peuvent être encore plus importantes. Mais cela aurait l'avantage de pouvoir approfondir au niveau local et avoir des estimations au niveau local des opportunités et de la mobilité qui pourraient renforcer le lien avec les politiques territoriales qui, comme nous le montrons dans le rapport, sont si importantes. L'autre point, c'est la complexité du sujet et des recherches, et donc le besoin de bien choisir les circonstances abordées
pour que ce soit quelque chose qui puisse être pris en compte dans l'action publique et qu'on garde à l'esprit les différents arbitrages dans les options de politique publique. Mais comme le professeur Ferreira l'a dit, c'est aller au-delà des revenus. Nous travaillons sur les inégalités de patrimoine et notamment le patrimoine hérité comme facteur d'indicateur des inégalités des chances. Et c'est aussi lié à ce que vous disiez sur la question du logement, parce que nous regardons comment le patrimoine hérité et les transferts intergénérationnels peuvent faciliter l'accession à la propriété pour les jeunes. C'est une piste de recherche très prometteuse. Et il y a aussi ce besoin de mieux comprendre le lien entre les opportunités de mobilité sociale et les inégalités de résultats pour avoir une image en 3 dimensions des inégalités. Et ça, nous pouvons y travailler. Un grand merci. Merci beaucoup. J'ai quelques mots pour ma part à ajouter sur quelles seront les priorités. Cette analyse des infrastructures sociales, l'accumulation de richesses, nous avons démarré, mais nous souhaitons continuer à travailler. C'est une question complexe et sensible, ça nous le savons bien, mais nous voulons clairement nous assurer qu'on puisse aider les décideurs, décideuses politiques avec ces nouvelles interventions. Beaucoup de travail devant nous donc, mais un grand merci à tous et toutes les participantes, à nos intervenants, intervenantes pour un débat très riche et éclairant. Merci au public en salle et en ligne pour votre attention. Merci aux interprètes qui remercient Madame la directrice pour leur soutien pendant cet événement. Nous espérons que ce nouveau rapport, avoir ou pas les cartes en main, poursuivra dans le sillage riche du travail déjà commencé il y a quelques années, comme avec croissance et inégalité et l'ascenseur social en panne, pour éclairer les débats publics sur cette question si centrale. Bien sûr, vous êtes tous et toutes vivement invités à aller sur le site internet du rapport. Il y a beaucoup d'autres ressources à disposition. Nous voulions pouvoir prendre un temps d'échange avec la salle, mais nous n'avons pas eu le temps. N'hésitez pas à nous poser toutes questions que vous pouviez avoir. Et le mot de la fin pour l'immense équipe qui a travaillé à ce rapport. Et je voudrais les citer tous et toutes, mais je vois que la liste est très très longue, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Mais chacun et chacune est cité dans le rapport. Un immense merci pour votre contribution à ce travail. Et nous allons pouvoir clore. Merci.